Alors bonsoir, nous sommes à quelques jours de Pessah et la veille de Shabbat Agadol. Alors d'abord, on sait que le Shabbat qui précède Pessah s'appelle le Shabbat Agadol. Il y a plusieurs raisons à ça. On va regarder déjà très rapidement tout de suite les raisons pour lesquelles on appelle ça Shabbat Agadol. Normalement, il devait y avoir on devait appeler ça le Shabbat du 10 Nissan. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le 10 Nissan. On n'a jamais affublé une date dans la Torah, une date comment dirais-je, quand il y a un mess ou quand il y a un événement. On ne l'a jamais affublé d'un qualificatif. On a dit, bah, c'était le, le 10 Tishri, le 10e jour du 7e mois, le premier jour du 7e mois, etc., etc. On n'a jamais dit, on n'a jamais donné un qualificatif. Ici, pourquoi on donne Shabbat à Gadol? Pourquoi on donne le terme à Gadol? Alors, il faut savoir que la- il y a eu un grand Ness, Shabbat à Gadol. Le miracle que tout le monde connaît, c'est que les Béné Israël, ils ont attaché un agneau au pied de leur lit. Et quand les Égyptiens sont venus ils leur ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, bah, c'est un agneau qu'on va égorger dans 4 jours, donc le 14. Et là, ils n'ont rien fait. Alors, très bien, ça c'est ce qu'on apprend. Mais quand on regarde en détail, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Le miracle de Shabbat Agadol a eu lieu pendant la plaie des ténèbres. Chacun sait que Shabbat, Shabbat, il n'y a pas de Makkah. Shabbat, la plaie, elle s'arrêtait. La plaie s'arrêtait. Pourquoi? C'est comme Gehinnom. Le Gehinnom s'arrête Shabbat. Les gens qui souffrent et qui sont Gehinnom, et ben une fois par semaine, le Shabbat, ça s'arrête. Le feu, on image par le feu dans la Gemara même, puisque on dit que quand une fois, par exemple, Acher, Elisha ben Abouya, il a été condamné au Gehinnom, on a vu une fumée qui sortait de sa tombe, etc. On dit ça, le feu du Gehinnom, on le voit dans la Chagiga, on voit partout. C'est pour ça qu'on dit le Gehinnom, c'est le feu. Et voilà que quoi? Voilà que le Shabbat, ce feu s'arrête. Très bien. Il faut savoir que celui qui fait rentrer Shabbat plus tôt, celui qui le fait sortir et celui qui le fait sortir plus tard, donc qui agrandit Shabbat, eh bien, on lui agrandit également le repos du Gehinnom. C'est-à-dire qu'on va lui. Autant il a fait rentrer Shabbat plus tôt, il s'est préparé, autant bah, dans le Gehinnom, il peut gagner comme ça. Certains disent 24 heures avant et 24 heures après. C'est-à-dire que sur 7 jours, il peut avoir 3 jours de repos, quoi. Donc, c'est pas si mal. Et ces 3 jours qui lui sont comptés comme étant 3 jours de Gehinnom, dans lesquels il ne souffrira pas. Donc, c'est intéressant. Donc, on l'appelait, le 7e jour, elle n'avait pas de fonction. Il n'y avait pas cette plaie-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle particulier dans la plaie. Normalement, la plaie des ténèbres, les Égyptiens ne voyaient rien. Et ils étaient également bloqués. D'accord? C'était une plaie, des ténèbres épais. Ils étaient bloqués. Ils sont restés comme ça, sans. Les plaies duraient 7 jours, donc ils sont restés 6 jours, comme ça, bloqués. Et mais qu'est-ce qui s'est passé ce Shabbat-là? Ce Shabbat-là,
Et le miracle qu'il y a eu, c'est que normalement, la plaine ne devait pas avoir lieu, puisque c'est ce qu'on a dit. Eh bien, oui, elle avait lieu. Elle avait lieu, et... mais partiellement. Partiellement. Qu'est-ce qui avait lieu? C'est la chose suivante. C'est que ils étaient bloqués, mais ils pouvaient voir. Et c'est là où ils ont vu que les béné Israël, ils allaient égorger l'agneau. Et donc, quand ils ont vu ça, ils ont voulu les tuer. Mais la plaie, elle a quand même marché. La plaie, elle est bloquée. Donc ici, c'est ça le miracle. Ils ont vu et ils n'ont rien pu faire. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas pu. Ça, le Shabbat Agadol, ça, c'est une des premières explications. Deuxième explication, elle est très liée à Shabbat. Vous savez, on avait, avec les événements du 7 octobre, on a vu que, on a dit qu'on se renforcerait le plus possible dans Shabbat, puisque c'est un jour qui est le Shabbat. Et pour ceux qui sont réguliers à mes shiurim, et ceux qui étaient là au Shoshana, euh, voilà, j'avais parlé déjà de Shabbat, que c'était une année où il fallait faire un Shabbat particulier, parce que c'est une année où on n'a pas sonné du chauffard. C'est une année où on n'a pas sonné du chauffard. On n'a pas sonné du chauffard parce que c'était Shabbat. Alors, comment ça se fait? Puisque sonner du chauffard, ça appelle la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit qu'une année où on ne sonne pas du chauffard, c'est une année qui va être un petit peu difficile. Mais en fait, là-bas, Tosfot, il explique que c'est pas une année où ça tombe Shabbat. C'est une année où il y a eu un problème. C'est une année où on n'avait pas de chauffard, on n'avait pas de sonneur, on n'avait pas de... Voilà, c'est embêtant. Mais une année où ça tombe Shabbat, c'est pas le cas. Ce que explique Tosfot sur place. Ce qui fait que moi, j'ai expliqué, nos maîtres expliquent, j'ai repris des explications, qu'en fait, on doit beaucoup à Shabbat. On doit beaucoup à Shabbat, pourquoi? Parce que Shabbat, puisqu'on ne sonne pas du chauffard, ça veut dire que automatiquement le chauffard, c'est comme si le chauffard avait été bien sonné. Puisque le chauffard a été bien sonné, alors on est protégé. Au contraire. Les gens vont me dire, vous avez vu ce qui s'est passé au début de l'année, etc. C'était plein de fêtes, etc. Et c'était un Shabbat. Ça, Kadosh Baruch Hu, il est intemporel, comme je dis tout le temps, il est pas ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans la matière. Nous, on est dans l'espace, le temps et la matière. Donc, on ne peut pas comprendre le Ribono Shel Olam. Très bien. Deuxième explication de Shabbat Hagadol. Donc, lié à Shabbat. Moshe Rabbeinu, il avait obtenu de Pharaon que les Juifs aient un jour de repos. Jour de repos, c'est donc Shabbat. Et il a, Pharaon a fait une loi que Shabbat, les Juifs, ils ne travaillaient pas. Mais ils avaient fait travailler les Juifs le plus tard possible. Et lors de la plaie de Rocher, eux, ils ont été bloqués. Donc, ils n'ont pas pu faire travailler les Juifs le plus tard possible puisqu'ils étaient bloqués. Donc, ils ont pu faire ce qu'on appelle une Tosefet avant et après Shabbat. Une Tosefet avant, rajoute avant, on fait démarrer Shabbat plus tôt, et après, une Tosefet après, on le fait terminer plus tard. C'est comme un prince qui doit honorer son père. Le prince doit honorer son père. Son père lui dit, tu dois être là à telle heure. Et le prince, il vient pile à l'heure. C'est pas la même chose que si le prince, il vient 1 heure ou 2 heures avant, il est déjà là dans la salle d'attente. C'est pas du tout la même chose. On le comprend, ça. Je fais Shabbat, oui. Bon, ben, jusqu'au dernier moment. Mais imagine-toi, un prince qui
qui doit honorer le roi, un prince qui doit honorer le roi. Le roi lui dit, demain matin à 9 heures, tu dois être là. Si le prince arrive à 9 heures pile, alors il n'est pas en retard. Il aurait pu l'être, parce que c'est pile pile. Il n'est pas en retard. C'est pas un cavote du roi. Il vient à 8 heures, il vient à 7 heures. Ça, c'est un cavote du roi. Nous, on pense que le cavote, c'est d'être à l'heure. C'est pas ça. Si tu as envie, si tu te sens très proche, très porté, alors tu. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, on prépare le seder. Ça, c'est un rendez-vous qu'on a avec le roi. Il y a une élévation qui se passe le soir du seder, un bain de Kedusha. C'est comme si vous rentriez dans un bain de Kedusha. C'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. Et pour ne pas le louper, ça se prépare. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et on commence donc par continuer à parler de Shabbat Agadol qui nous annonce Pessah qui arrive. Il faut savoir que le Shabbat Agadol, c'était donc le 10 Nissan et que le premier Pessah a eu lieu mercredi. Soit, d'accord, Shabbat 10, dimanche 11, lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et la nuit du mercredi. Donc c'était mercredi soir, la nuit de mercredi à jeudi, c'était la nuit de Pessah. Il y a 5 784 ans moins 2448. Voilà, faites le calcul, ça fait à peu près 3300 ans. Très bien. Donc on a vu ici que le miracle de Shabbat Agadol, c'était aussi parce que les, les Égyptiens étaient bloqués par la plaie des ténèbres, mais que cette plaie des ténèbres, elle leur avait permis de voir Shabbat, ce que les Béné Israël ils allaient égorger leur agneau qu'ils avaient attaché au pied du lit, comme chacun sait. Ils ont essayé de les tuer, ils ne sont pas arrivés parce qu'ils étaient bloqués. La plaie des ténèbres, il y a eu un essai énorme, c'est elle s'est affaiblie et ils ont pu voir, mais par contre, ils n'ont pas pu bouger. Très bien. Alors, on dit aussi que le Shabbat Agadol, c'est un Shabbat grand, parce qu'il y a c'est un grand Shabbat, parce qu'il y a une grande dracha. On pose des questions au Rav, en général sur la cacheroute, d'accord? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que le Hametz qui est enfoui dans la terre, est-ce qu'il est accessible, pas accessible? Est-ce qu'il est mangé par un chien, pas mangé par un chien? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est appelé du, du Hametz pas mangé par un chien, etc., etc. On va, donc on a donné comment dirais-je, raisons pour lesquelles on appelle le Shabbat Shabbat Agadol. Donc c'est un Shabbat déjà où il faut, malgré la fatigue déjà de la préparation, etc., la tension que le Pessah arrive, on n'est pas prêt, on n'est pas encore, il manque encore ça et ça et ça et ça. Il faut absolument profiter de ce Shabbat, de cette grande sainteté de Shabbat. On va parler juste avant de commencer la veille de Pessah et la Haggadah. On va parler d'un, de la réponse du rachat. Chacun connaît que le rachat, il a répondu, il y avait 4 fils, d'accord? Echad Chacham, Echad Racha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lishol. Le rachat, il a répondu, Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce avoda azot lachem pour vous? En fait, le rachat, c'est un apicorote. C'était quelqu'un qui connaît. Il y a des gens qui ne connaissent pas et qui critiquent. Ça, c'est des gens des maritimes. Donc, ils sont ignorants, ils critiquent. Leur façon de critiquer, elle n'est pas puissante.
On sent que c'est, comment dirais-je, poussé par de la prétention, par l'envie de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, etc. Mais ce qui est plus dangereux, c'est celui qui connaît. Celui qui connaît, alors, il, il, euh, il analyse des événements, il analyse des choses, il analyse des commandements il essaie de te les faire tourner pour te montrer que ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui dit le rachat. Je prends juste ce point-là pour vous expliquer un petit peu quelle est la- l'état d'esprit dans lequel on doit aller, dans lequel on doit aborder le CDR. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Lui, il dit que la mitzvah, elle est justifiée par l'événement historique. Il dit quoi? Finalement, pourquoi on fait Pessah? Il dit parce que c'est une commémoration. Il dit, c'est une commémoration. Une commémoration, il n'y a pas à se travailler plus que ça. Tu commémores. Tu as une pensée aux enfants de la patrie, la révolution, la truc machin. Une minute de silence. Allez, une journée comment dirais-je, voilà, de férié. D'accord. Donc une journée sympathique, fériée, quand ils font, comme font les nations, quand ils ont un grand jour. Et puis rien ne change. Rien ne change. Donc lui il dit, mais ce n'est rien moins qu'une un jour de commémoration. Donc pourquoi changer toute sa vie? La preuve, c'est marqué, il faut faire Pessah parce que la matzah, on mange de la matzah parce qu'elle n'a pas eu le temps de lever, etc. Donc tu vois bien que c'est fort ce qu'il dit, c'est subtil. Voilà, il dit maintenant la matzah, on a le temps de la faire. Alors commémorons, euh, mangeons la matzah en même temps que la chametz, mais pourquoi je ne comprends pas, pourquoi tous ces lois-là, c'est par rapport à une commémoration, on ne va pas faire. Les gens qui ont gagné la bataille, ils ne se remettent pas des armes et ils ne se remettent pas comment dirais-je, un gilet de militaire et ils ne se mettent pas dans une situation de guerre quand ils commémorent. Donc, alors lui, il veut dire que c'est l'histoire qui crée la mitzvah. Alors qu'en fait, c'est le contraire, c'est la mitzvah qui crée l'histoire. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est une leçon fondamentale qu'il faut absolument, absolument, absolument avoir conscience de ce principe. C'est la mitzvah qui crée l'histoire. Quatre jours, il voulait qu'on fasse 7 jours, qu'on mange la matzah 7 jours. Il voulait qu'on enlève le chametz, il voulait ceci, il voulait cela, il voulait toutes les lois qu'on est en train de faire, d'accord? En train d'appliquer le mieux possible. Et puisqu'il voulait ça, le Ribono Shel Olam, alors nous, qu'est-ce qu'on a fait, hein? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un événement. Et cet événement n'est pas le vecteur de la mitzvah. C'est la mitzvah qui est vecteur de l'événement. Il faut bien, 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 bien comprendre ça. Il faut comprendre que chacun connaît l'histoire de Yosef. Yosef, il est sorti d'Égypte, oui. Il est sorti de prison. Yosef, il est rentré en Égypte, il a été jeté en prison. Il est resté un certain nombre d'années, 10 ans plus 2 ans. Et finalement, Pharaon a rêvé. Et comme Yosef avait une réputation d'interpréter les rêves, il l'a fait sortir de prison. Donc nous, on va dire, si on lit le texte, que qu'est-ce- quelle a été la cause de la libération de Yosef, c'était le rêve de Pharaon. Ben, c'est le contraire. Pharaon, il est arrivé parce que c'était au bout de 2 ans supplémentaires que Yosef devait sortir, et c'est pour ça que Pharaon est arrivé. Pour ça, la bataille, c'est une grande foi. C'est un grand principe. Quelqu'un, il va rater son avion. Il va se dire, ah, je suis un idiot, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Non. L'événement de rater son avion va provoquer quelque chose. Je ne sais pas, quelque chose chez lui.
Finalement, il va rester, il va pas partir à Mykonos comme prévu, il va laisser ses copains. Voilà, le prochain vol, c'est trop proche de Shabbat. Shabbat, on ne lui a plus. Après, il reste plus que 2 jours et le billet, il est trop cher. Et puis finalement, il reste là dimanche et puis il va se promener. Et puis là, il trouve Esther Bouzaglo qui est assise sur le banc avec son cousin à lui. Il va voir son cousin. Puis après, il dit c'est qui cette fille? Et puis finalement, 6 mois plus tard, ils se marient, ils sont sous la choupa. Tu vas me dire, c'est parce que il a loupé l'avion. Heureusement qu'il a loupé l'avion, sinon il aurait loupé Esther. Ben non, c'est pas ça. Beaucoup, il a fait louper l'avion parce qu'il devait rencontrer Esther. Donc c'est pas ça des événements. Les événements, c'est des événements qui t'amènent à faire quelque chose. Donc c'est pour ça que tous les événements que tu vis dans ta vie, c'est des événements que tu dois les considérer comme des événements te faisant évoluer, dans le bon sens, bien sûr. Alors c'est ça qu'il dit lui. Lui il dit non, pas du tout. Lui il dit la mitzvah, elle est justifiée par l'événement. Une fois que l'événement il est passé, alors que nous on dit non, t'as une mitzvah perpétuelle. Alors il y a eu un événement pour déclencher ça, mais c'est perpétuel. Je ne mets pas dans la mitzvah. Vous comprenez? C'est très fin ce qu'il lui dit lui. D'accord? Alors le fort de cette introduction, Shabbat Gadol, c'est le principe que ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas un hasard, c'est pas parce que tu as loupé le métro, parce que tu as loupé ton avion, parce que ceci, parce que cela. C'est parce que Hachem, il attend de toi que tu réagisses le mieux possible pour se rapprocher de lui. D'accord? Donc nous, on croit parfois que sur le papier, il a raté son examen, il a raté son avion, il a perdu l'argent, il a ceci, il a cela. Mais en fait, c'est ça qui va l'amener à se rapprocher d'Hachem. Et donc c'est ça le grand principe que nous dit le Beth Lévi. Le grand principe que nous dit le Beth Lévi, que donc c'est faut faire très attention que l'événement, d'accord, n'est pas venu pour créer la mitzvah. La mitzvah, elle devait venir, donc Hachem il a fait un événement. La preuve pour les matzot, c'est qu'Abraham, il faisait des matzot, c'était le jour de Pessah, quand il a vu les anges. D'accord? Il a vu les anges le jour de Pessah. Quand ils sont revenus, ils ont vu une épluchure, c'est une marlogat, et on voit donc, Abraham, il faisait Pessah. Et il faut attendre encore 500 ans, puisque Abraham, c'est 1948, et la sortie d'Égypte, c'est 2448. Il fallait attendre 500 ans encore. Donc 500 ans plus tôt, il y avait déjà la mitzvah de Pessah. Donc, il y a bien que c'est que un événement qui est. La mitzvah, elle existait déjà avant. Et comme Abraham, il avait une perception des mitzvot prophétiques, comme c'était le cas pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, c'est pour ça qu'on a qui faisait déjà Pessah. Très bien. Alors, euh, on va prendre quelque chose de très important. La- Avant de parler de la veille, du jour de lundi et de l'abdika, d'accord, on va juste parler d'un deuxième élément fondamental. Là, on a vu qu'un élément que la mitzvah, elle était pour nous. La mitzvah, c'est une mitzvah qu'il faut faire, que tu comprennes pas pourquoi couder, pourquoi cela pas couder, etc. On va voir tout ça. Il y a une mitzvah à faire, et donc il y a des événements qui vont se mettre en place pour, entre guillemets, justifier la mitzvah. Mais c'est la mitzvah qui provoque l'événement. C'est pas le contraire. On va commencer par lever une matzah, dire à l'achmania. Voici le pain de misère, à l'achmania.
Et après, il y a marqué Kol Difrin, tout celui qui a faim, Kol Difrin, y était Veichol. Tout celui qui a faim, qui vienne, y était Veichol et qui mange. C'est étonnant. C'est étonnant. Normalement, tu invites, et puis après, tu lui montres ce que tu vas manger. Là, tu montres la matzah, à l'achmania, voici le pain. Tout celui qui veut, il vient manger. Normalement, tu dois dire, tu invites quelqu'un. Après, tu lui proposes le menu. Viens manger à la maison. Puis après, tu lui donnes le menu. C'est très, très fin. C'est la deuxième, le deuxième état d'esprit dans lequel on doit être à Pessah. Quand la personne il a faim, il a besoin des autres. Besoin des autres. Donc il a faim, il faut qu'il aille manger. Alors, s'il rentre dans une maison où on l'accueille au premier abord avec des plats en or, des couverts en argent, il n'est pas très à l'aise. Des plats les plus fins, du canard, des très fines viandes coupées, ce que vous voulez, chacun il a son une caïla bien fumante. Alors, je sais pas si c'est très fin, mais bon, ça, les Tunisiens, ils vont au Loir, d'accord? Euh, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. La finesse de la Haggadah, hein, qui t'apprend le chinour, qui t'apprend comment éduquer tes enfants avec les quatre fils, Manishtana, etc. On va le voir, qui t'apprend le relationnel avec l'autre. Ta relation avec Hachem, comme on a vu, la mitzvah, c'est notre relation avec Hachem, et la relation avec l'autre. C'est-à-dire que tu as invité quelqu'un, tu invites un pauvre, tu dis, je vais le mettre à l'aise. Donc, je lui montre un bout de matzah coupé en deux, grillé, c'est pas le plus kiffant, quoi. D'accord? Donc, voici le pain de misère, à l'achmania. L'achma, le pain, ania, ani, de pauvreté, le pain de misère. À lui, il se dit, bon, bah, on est collègues, quoi. Moi aussi, je mange du pain de misère, et donc il est à l'aise. C'est le mettre à l'aise. Et si la deuxième leçon que tu apprends dès le départ de la Gada, c'est quoi? C'est que tu dois faire très attention au caveau de l'autre. Que tu vas inviter le pauvre en lui montrant déjà le menu, que ce menu, ah, ça va. C'est un menu de pauvre, quoi, bien, collègue. Après, il va venir, il va avoir une table un peu plus fournie, mais au départ, à l'achmania. Donc le regard, tu dois avoir un regard bienveillant vis-à-vis de l'autre et très fin. C'est très fin de faire ces choses-là. Pas des gentils, accueillants. Non, non, on va plus loin, on cherche plus loin. À ne pas mettre la personne mal à l'aise, à ne pas mettre la personne, comment dirais-je, dans une position indélicate, heurter sa sensibilité. Donc ici, on voit une notion très forte de Ben Adam Lachavero, de la relation entre un homme et son prochain. Très, très forte dans la Gada. Il y a une troisième chose, cette chose-là que je dis à chaque fois qu'on commence le Seder, c'est que il y a une langue que les anges ne comprennent pas. Une langue que les anges ne comprennent pas. Cette langue, ça s'appelle l'araméen. L'araméen. Et l'araméen, c'est quelque chose de très puissant, puisque les anges ne le comprennent pas. Seulement, on ne peut pas s'adresser à Hachem et faire une tefila en araméen si on n'est pas minyan. Parce que pour parler l'araméen, dans le sens tefila, bien sûr, si la langue du pays, c'est l'araméen, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas te taire. Mais pour prier en araméen, il faut qu'on soit minyan. La tefila la plus fantastique qui est en araméen, ça s'appelle le Kaddish. Gadel, Kadesh, Meraba, Be'alma, Dibera, Kiroté, Be'amlich, Beroté. D'accord? Tout ça, c'est de l'araméen. On ne peut pas faire un Kaddish s'il n'y a pas 10 personnes. 10 personnes, ça amène la Shekhinah.
Quand on fait les slichot, si Dieu veut, dans 6 mois, les slichot, on fera les choses suivantes, c'est qu'il y a un moment, il y a de l'araméen dans les slichot. Et voilà, c'est de l'araméen. Ça, si tu es seul, parce que tu es venu un petit peu en retard, donc tu es venu pour la tefila et il y en a qui ont un petit peu de mal, chacun sa difficulté. Et donc, faut pas dire, ah ouais, il se réveille tard. Si tu avais, toi, son Yetzirah, tu viendrais même pas à la tefila. Donc, lui, il est en retard au slichot. Toi, au niveau du sommeil, tu es mieux cadré que lui, mais il faut toujours considérer l'autre comme supérieur à toi. On l'a dit souvent, et c'est surtout le Ramban qui dit ça à son fils. Et donc, ici, on ne prie pas, on fait rien de Kodesh en araméen, sauf si on est 10. Et quand on arrive à marquer au massé, celui qui prierait seul les slichot, ça, il le saute. Il le saute. Il peut faire certaines choses, mais il y a des choses qu'il va sauter parce qu'il n'est pas minyan, et notamment les choses qui sont mises, c'est écrit dans araméen. Et bien pourtant, on commence par Alachmania. Quand Ifrim, Yeteveichot, Yeteveichsar. Tout celui qui a besoin, il vient prendre. Parce que tu parles d'araméen. Mais on n'est pas tous 10 hommes à table. Le Pessah. Au Hachem, il y a des grandes familles, plein d'enfants qui sont déjà bar mitzvah, et puis les cousins, les cousines. Enfin, les cousines, ça compte pas. D'accord? Mais bon, et leurs frères, eh bien, quoi, que même si on n'est pas 10 hommes, on va parler en araméen. Ça veut dire à Bretagne que la Shekhina, elle est là. Elle est là le soir de Pessah. Le soir de Pessah, toute la nuit de Pessah, elle est là. C'est un moment très, très, très particulier. C'est une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année. C'est pas comparable avec Kippour. Kippour a sa grandeur, évidemment, mais Pessah a la sienne. La grandeur de l'un n'est pas la même que celle de l'autre. Donc, il ne faut pas louper ça. Et pour ça, il faut se préparer. Très bien. Alors, dès dimanche, on aura dimanche soir l'abdika. Maintenant, on va être un petit peu plus tarles, comme on dit, concret. Les dimanches, on a l'abdika. On n'a rien le droit de faire avant l'abdika, avant la nuit. D'accord? La nuit, c'est 21h45. Vérifiez, s'il vous plaît, dans vos agendas, mais plus ou moins ça. Donc, à partir de 21h15, je ne peux plus rien faire. Je peux m'occuper de chercher une bougie, de regarder où est le Hametz, je peux m'occuper des choses qui concernent ça, mais je ne peux pas commencer un travail. Je ne peux pas commencer une vraie occupation. Je peux m'assoupir un petit peu si je suis fatigué, mais il faut veiller à ce que quelqu'un te réveille, etc. On ne se met pas trop à manger, tu peux grignoter. Enfin bref, on n'engage rien de, qui implique une concentration, un travail, etc., une demi-heure avant l'abdika. Dès qu'arrive l'abdika, il faut faire l'abdika. D'accord? Si quelqu'un il a pas prié Arvit, alors qu'il prie Arvit et il attaque tout de suite l'abdika. Si quelqu'un il a prié Arvit parce qu'il a pris les minyanim, et les minyanim en général ils sont plutôt vers 8 heures, à ce moment-là il fait Shema, Israël, puisque la nuit vient de tomber, et que Tadir, Veino Tadir, Tadir Kodem, quand tu as une mitzvah qui est régulière, une mitzvah qui n'est pas régulière, alors tu fais d'abord celle qui est régulière, donc là le schéma on le fait tous les jours, l'abdika on le fait une fois par an, donc tu feras d'abord le schéma pour te rendre yotse du schéma, puisque tu as fait déjà la mida, tu as déjà tout fait avant, et si ensuite tu attaques tout de suite la bétique. Très bien. L'abdika, on vérifie qu'il n'y ait pas de tramès, puisqu'en général, nos femmes vaillantes et leurs aides respectifs de la maison, les employés de maison, chacun son problème. Et là, on est Boulogne, 16e, donc elles sont quand même vaillantes. Hein. Elles ont bien, bien, bien nettoyé partout. Donc, de ce fait, on peut avoir tendance à ne pas faire une BDK comme il faut. Et ça, c'est une erreur. Il faut bien faire la BDK. Bien regarder dans les interstices, bien regarder. Et parfois, on a des surprises, surtout quand il y a des enfants en bas âge. D'accord? Que là,
Tu seras très très surpris. Il y a un principe qui est le suivant, c'est que tout endroit où on n'a pas rentré du Khametz, on n'a pas besoin de faire la Bédika. Par contre, si on a rentré du Khametz ou on a un doute, si on est rentré du Khametz, alors il faut faire l'abdika en cas de doute. Donc si on n'a pas enfants en bas âge, alors logiquement, dans les salles de bain et dans les toilettes, il y a pas de Khametz. Ça n'existe pas. D'amener choses à manger dans les toilettes de la salle de bain. Mais les enfants en bas âge, il n'y a aucun problème. Ils amènent ça partout. Les bonbons, etc. T'en trouves partout des bonbons. Donc, c'est un petit peu le principe. Si maintenant c'est des grands-parents qui reçoivent de temps en temps des petits-enfants, ben, là, c'est peut-être qu'il y en a eu quand même. Très bien. Donc, on fait l'abdika. Chacun, des endroits où on est sûr qu'il n'y a pas eu de tramesse, on ne fait pas. Des endroits où on a un doute, ou à plus forte raison, les endroits où on sait qu'on a mis du tramesse, on fait l'abdika. Cette abdika, il faut qu'elle soit, donc, on a dit, bien sérieusement. Elle se fait à la lumière d'une bougie. Pourquoi? Parce que quand vous avez un faisceau de lumière, eh bien, vous voyez plus précisément que quand c'est dans la lumière totale. Parce que ça sort. Toute la concentration des yeux, elle est sur ce faisceau de lumière. L'abdika, le Zohar dit quelque chose que vous connaissez très bien, mais il faut tout à fait le répéter, c'est que non seulement on fait l'abdika du Hametz, mais le Hametz qui est en nous. Hametz qui est en nous. C'est pour ça que c'est important de faire l'abdika. Pourquoi? Parce que quand tu vas te baisser pour faire l'abdika, tu vas voir ton environnement habituel, qui est ta maison, ta salle à manger, d'une autre façon. Parce que tu es par terre, baissé, dans l'obscurité, avec une, euh, une bougie. Donc tu vas voir des ombres, tu vas voir la table de la salle à manger, tu vas la voir par-dessous ou en biais. Donc tu vois tout différemment. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de prendre du recul avec soi-même. Parce que souvent, on n'a pas de recul avec soi-même. C'est très dur. C'est un jour où il faut avoir ce recul. Il faut chercher bien. Il faut réfléchir pourquoi je fais les choses. C'est fondamental. On ne sait pas, hein. Il faut essayer de faire les choses l'ishma. Faire les choses que pour le bon Dieu. Toi, le Baal Shem Tov, et il se promenait, enfin, il se promenait, il faisait des doutes, ce qu'on appelle. Il faisait des isolements pour se rapprocher d'Hachem dans la forêt. Et il dit, et tout d'un coup, il entend une voix du ciel qui lui dit, je crois qu'il s'appelait Israël Meir, je crois. Israël Meir, tu n'as pas part au Olam Haba. Alors, il lui dit, lui, ça ferait de la peine, quoi. T'imagines, Yoram, tu n'as pas part au Olam Haba. Tu es dans la forêt, tu veux te rapprocher d'Hachem, il fait un peu nuit, il a un petit peu peur, tout d'un coup, dans celle-là. Tu dis, oh, c'est chaud, quoi, c'est pas sympa. Ah, c'est pas sympa, là, vous êtes pas sympa. D'accord? Eh ben, quel jour, eh ben, le Baal Shem Tov, il n'a pas dit ça. Il est sauté de joie, il a dit, enfin, je suis sûr que je vais servir Hachem, l'Ishma, parce que nous, c'est Vadaï, nous, quand on voit qu'on ne court pas après ce monde-là, on se dit, mais on a autre part. On voit que le plaisir spirituel, il est sans aucune limite qu'avec le plaisir matériel de ces gens qui courent pour avoir une Tesla. Et quand ils ont la Tesla, ils l'ont achetée. Bon, magnifique, ils friment un peu. Puis après, les gens sont habitués. Puis le voisin, il a le modèle au-dessus. Donc, il voit bien. Et puis le voisin du dessus, au cinquième sans ascenseur, qui est un petit barbu religieux, il est toujours comme ça, toujours sympa. Bonjour, ça va? Et il respire le bonheur, ses enfants ils respirent le bonheur, ils sont là, ils sont vifs, ils sont beaux, ils sont trucs, machin. Alors c'est pas tout le temps comme ça, parce qu'il faut bien que sinon ça serait trop facile. Si tous les barbus, ça serait un plus libre arbitre. Mais en tout cas, quand tu regardes, il y a une grande majorité. Donc lui, il commence à se poser la question, quoi. Il se dit, moi je cherche ce plaisir physique, cette course-là. Et donc, c'est pas si difficile de s'éloigner de ça pour se plonger dans la Torah. Quand tu goûtes à la Torah, tu te dis, mais attends, je ne vois pas le temps passer. Je vois pas le temps passer. Si tu t'étudies, bref, c'est la profondeur,
c'est beau, c'est chaleureux, c'est intelligent, c'est fin. Mais en même temps, tu dis, bon, c'est un peu dur aussi. Il y a quand même moins de sommeil, tu te lèves tôt, il y a moins de. Tu vois, tu fais attention à ce que tu manges. Tu peux pas. Donc tu te dis, bon, de toute façon, le kiff, c'est pour plus tard. D'ailleurs, on le dit même, la Torah, elle le dit. Et donc, tu penses à ça. Il y a ça, mais il ne faut pas que ce soit le moteur. Mais il y a un petit peu. C'est pour ça que lui, Baal Shem Tov, quand il a dit tu n'as pas parole de l'Amaba, lui il était heureux. Il a dit alors maintenant je suis sûr que je vais servir Hachem juste par amour, point, sans penser à rien, sans avoir une arrière-pensée. Il a dit ah, merci, je vais servir Hachem Lishma, j'en suis sûr. Et là, la voix, la Bat-Kol, elle a repris, elle lui a dit Rav Israël Meir, tu as parole de l'Amaba, puisque t'es tellement haut. Donc en fait, tu tombes tout dans tous les sens, tu peux pas y arriver, quoi. En tout cas, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on aborde le CDR. Donc après avoir fait l'abdika, cette introspection et au niveau halachique, alors il faut savoir que on doit, euh, il y a un minag extrêmement important qui paraît un petit peu simple et qu'on croit que c'est juste pour les enfants, etc. C'est aussi beaucoup pour les enfants, mais même si un homme seul, d'accord, il fait l'abdika, il doit avoir ses 10 morceaux de chametz, d'accord? 10 morceaux de chametz, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le nettoyage ayant été fait à fond, il risque de ne pas trouver de chametz. Et comme il y a une bracha, on fait une bracha avant l'abdika, le bio-chametz. Et donc, il faut trouver quelque chose. Quand tu fais une bracha sur un fruit, sur un boré periaetz, il faut que tu aies un fruit. Donc là, il faut que tu trouves du chametz. Donc, tu caches ces 10 petits morceaux de pain qui sont enveloppés, bien sûr, dans du papier hermétique ou de l'aluminium, il faut faire attention. Il faut qu'il y ait une petite quantité dans chacun, qui fasse moins qu'un kazaïd, qui fasse moins que 30 grammes. Parce que si tu en perds un, ça arrive. Ça arrive, surtout quand tu as les enfants qui les cachent. Donc tu dis, mince, eh bien, tu vas l'annuler par la porte. Mais surtout, il sera moins que kazaïd, moins que 30 grammes. Donc ça diminue encore sa, sa, sa notion de Hametz. Bien qu'attention, pour la consommation, la moindre petite miette, c'est problématique. D'accord? Et par contre, il faudra que si on rassemble les 10 petits morceaux, que ça fasse kazaït. Donc, il ne faut pas que ce soit une toute petite miette, il faut que ce soit 4-5 grammes, fois 10, ça fait 40-50 grammes. D'accord? Très bien. Ça, c'est la médicale. Le lendemain matin, on se lèvera tôt. D'accord. Si on est quelqu'un qui est un fils aîné, eh ben, il ira faire un sioum, en tout cas participer à un sioum, ou le mieux c'est d'avoir préparé une macérée de faire le sioum dans une choule. Et l'idéal c'est que dans la choule il y ait de quoi manger pour participer au repas du sioum. Ce qui est plus compliqué parce qu'il faut motzi ou au moins des gâteaux. Donc c'est déjà compliqué à cette heure-ci. Après, il y a une interdiction de consommer du chametz. Regardez les horaires, 10 heures et quelques. Il y a et après, il y a une limite pour brûler le chametz. Il faut faire très attention à cette limite-là, c'est important. Sinon, après, quand on brûle, c'est une valeur moins importante. De toute façon, tu seras obligé de le brûler. Mais si tu le brûles hors délai, eh bien, ce n'est pas la vraie mitzvah. D'accord? Tu le brûles parce que tu es en possession de chametz et que le temps est parti. Et comme si tu le trouvais, Dieu préserve pendant Pessah, il faut le brûler, sauf si c'est Yom Tov. Yom Tov, il faudra le, le cacher, enfin le mettre hors de portée. Et après, Motzi Yom Tov, il faudra le brûler. Donc, il faut faire attention donc, à la date, à l'heure limite de destruction du Khametz. Petite la route au passage, je ne veux pas trop m'éterniser puisqu'on n'a pas encore commencé le CEDER, mais c'est important de savoir que il faut enlever le sac de l'aspirateur. Il faut donc mettre les choses dans les sacs poubelles et que, attention, donc je parle de lundi, d'accord? Quand tu seras débarrassé du Khametz dans ta poubelle, eh bien, tu
tu ne peux pas la mettre dans les parties communes. Pourquoi? Parce que les parties communes, tu as encore une propriété dedans, que tu sois locataire ou propriétaire. Ça appartient à la copropriété, c'est-à-dire ça appartient à l'ensemble des habitants, d'accord, de de cet immeuble dont tu fais partie. Donc, il faudra prendre ce sac poubelle qui contient le Hametz, qui contient le sac aspirateur. Il faudra sortir dans la rue et trouver une poubelle publique et le mettre dedans. Là, il n'y a pas de problème. Là, après, il est bon d'aller au mikvé. Il est bon avant Hatzot, avant 14 heures, il est bon de se tailler la barbe, de couper les cheveux. On peut le faire la veille, ou l'avant-veille. Pourquoi? Parce qu'après, il y a l'Omer, d'accord? C'est paradis, vous commencez l'Omer d'ores et déjà, d'accord? Et vous commencez l'Omer par rapport aux cheveux, on se taille pas les cheveux, évidemment, Yom Tov, ni Chol HaMoed. Et donc, dès que vous commencez, vous rentrez. Donc, ça veut dire que la dernière fois où vous allez vous couper les cheveux, avant le lendemain de l'Ag Baomer, c'est-à-dire l'Ad Baomer, le 34e jour de l'Omer, c'est au matin que les Sfaradim vous pourrez maintenant vous couper les cheveux et vous tondre la barbe. Ça commence RF Pessah. D'accord? Et puis c'est surtout, pas tellement pour ça non plus, c'est surtout pour se rentrer dans la fête le plus respectueux possible, le plus beau gosse possible, d'accord? Parce que c'est ça le respect de la fête. Là, le CEDER. Alors nous, en France, on a quand même un gros problème, enfin, ce n'est pas un très gros problème, mais c'est quand même embêtant, c'est qu'on ne peut pas commencer le CEDER avant la nuit, que ce soit le premier ou que ce soit le deuxième. Le deuxième, c'est encore pire, mais bon, comme on s'est un peu reposé l'après-midi de Yom Tov, du premier Yom Tov, c'est un peu mieux. Mais comme lundi, c'est le jour de la veille de Pessah, c'est un jour où on travaille, pour ceux qui travaillent, ils vont être obligés d'aller bosser. Donc, ça va être compliqué avec l'emploi du temps que j'ai donné. Peut-être qu'ils seront obligés de nommer leur fils chaliard pour brûler le Hametz. C'est compliqué, quoi. Le gars qui est salarié, il a pris, il ne peut pas tout prendre. Bref, c'est embêtant parce qu'il faudra absolument se reposer. Pourquoi? Parce que comme on ne commence pas le CDR avant la nuit, c'est-à-dire, je ne sais pas, je dis 21h45, c'est de mémoire, mais vous regarderez les calendriers et c'est tard. Donc s'il y a pas, on ne se repose pas avant, si on ne fait pas une bonne petite sieste avant, on risque de bâcler, quoi, d'avoir faim, d'avoir très... Donc c'est pour ça qu'il est très très important de préparer le CDR en faisant la sieste lundi après-midi, y compris nos épouses, qui sont tout à fait concernées, qui doivent boire les coupes de vin, qui sont tout à fait concernées par les mitzvot, puisqu'elles faisaient partie complètement du NES, du NES de l'histoire de Pessah, puisque grâce à elles, il y a un homme qui était abattu, qui était roué de coups, qui était brisé moralement et physiquement. Il rentrait chez lui, il avait une seule envie, c'est de dormir. Et ce qu'elle faisait, elle, bien qu'elles étaient aussi éprouvées, eh bien, elle se baignait, elle se coiffait les cheveux, elle se faisait belle pour éveiller le désir chez leur mari pour continuer à avoir des enfants. Et donc, elles sont la Tzadkaniot. Les femmes, elles ont sauvé le peuple juif. Donc, elles ont pris part à la fête de Pessah dans sa totalité. Et donc, au Seder, elles ont les mitzvot à faire comme des hommes. D'accord? Très bien. Donc, ceci étant dit, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Quant à l'abdika, il faut faire l'abdika partout, dans tout ce qui nous appartient, etc. Si jamais on part, quelqu'un qui partirait dimanche matin en Crète ou je ne sais pas où, parce qu'il paraît qu'il y a plein de trucs en Crète. Mais bon, euh, tant que c'est pas en Égypte, c'est voilà. Toi, j'ai vu Céder en Égypte. Voilà. Je plaisante pas, hein, il y a 10-15 ans, Céder en Égypte, c'est pas, c'est, c'est compliqué, le Céder en Égypte, je trouve.
Ouais, tu dis, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'il nous est sorti d'Égypte? Mais non, il était retenu. Bon, ça c'est. Donc, quelqu'un qui partirait dimanche, il faudrait quand même qu'il fasse l'abdika samedi soir. Sans bracha, euh, mais donc, regardez, on ne va pas rentrer dans tous les détails, celui qui part dimanche, celui qui part lundi, celui qui part et qui l'a oublié, celui qui ne vend que le placard et ou celui qui vend toute la maison et que finalement, à Cholamod, il veut revenir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais nous, on va attaquer le CEDER, d'accord? C'est poser la question à votre rave si vous avez un sujet. Mais tout est très fin, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on vend et à qui on vend. D'accord? Quand on vend Khametz, il ne faut pas le vendre comme ça sur Internet, vite fait, j'ai repris un truc, nom, prénom, les endroits, paf, paf, paf. Il faut essayer d'aller voir un rave. Le rave, il va faire Kinyan, il va faire, entre guillemets, il va vous faire, vous allez le mandater pour vendre ou louer le Khametz qui vous appartient. Et donc, c'est un vrai échange, c'est une vraie transaction. Bon, ok? Très bien. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Il faut avoir conscience qu'on vend vraiment. Il faut dire où sont les clés. Si jamais vous partez justement, vous n'êtes pas là, il faut dire où vous laissez les clés accessibles là à Paris, chez quelle personne, etc. Et les laisser réellement chez cette personne. C'est pas on s'amuse. Très bien. On commence le CDR. Alors, on y va. Kadesh. Kadesh, c'est le kiddush. Alors, le kiddush, il est fait par le maître de maison, d'accord? Qui va faire également chez Rianou, il va faire tout ce qui est marqué dans les Agadotes. Chacun aura son verre également, et il va boire, on va dire Amen à la bracha du maître de maison, et chacun va boire, puisqu'il y a une mitzvah de boire 4 coupes de vin, pour tout un chacun. Les 4 coupes de vin elles doivent être bues de façon accoudée. On s'accoude pas comme ça, pas sur la table comme ça, ni comme ça. On peut être sur la table, mais comme ça, quoi. Genre relax. D'accord? Pas comme ça. Si dès qu'on est comme ça, ça veut dire tu t'ennuies, quoi. D'accord? Ou tu es concentré. D'accord? Parce que t'es comme là, d'accord. Et là, on veut faire Bénéchorim. On veut être libre. D'accord? Tu peux t'accouder. Euh, c'est bon? Si on boit sans s'accouder, il faut recommencer. Donc, c'est très important de comprendre qu'il faut boire en s'accoudant. Tous les membres de la famille, y compris les enfants, alors je mets du raisin, bien sûr, pour apprendre le chinour, pour apprendre c'est un devoir d'éducation. D'ailleurs, c'est surtout une transmission, le CDR. C'est pour ça qu'on fait plein de choses un peu bizarres pour que l'enfant dise, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Ouais, il y en a qui se mettent en djellaba, d'autres qui se mettent en... D'accord? Nous, on se met en kittel. D'accord? Chez Nazine, on est en kittel. Ah, c'est une djellaba blanche, si vous voulez. D'accord? Mais qui s'ouvre au milieu, quoi. Elle ne s'enfile pas, elle s'ouvre comme ça. Ah, c'est pareil, quoi. C'est un peu plus classe, parce que c'est... Et donc, on est en kittel à Kippour, on est en kittel le jour du mariage, et on est en kittel, faut pas, c'est pas parce que je dis on est en kittel le jour du mariage et on est en kittel le jour de la mort qu'il faut faire un rapport entre les deux, hein, messieurs. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord? Le soir de Pessah, on est en kittel. D'accord? Et ça aussi, l'enfant, il se dit, papa, kittel, qu'est-ce qui se passe ici et tout. C'est pour que l'enfant, c'est à l'éveil. Kittel, c'est Kippour, papa. C'est quoi, Pessah? On éveille sa curiosité. Donc, on boit à coups de les quantités. C'est une marloquette, 8,6 centilitres ou 15 centilitres. Il y a un trait, c'est très bien qu'on fasse ça jeudi, vous avez encore demain, vous avez encore dimanche, vous avez même lundi. Il faut préparer, voir votre environnement, les gens qui vont faire le CDR avec vous, et en tout cas, au moins pour vous-même, savoir si vous allez prendre. Il faut demander à votre RAF, est-ce qu'il prend 8,6, est-ce qu'il prend 15, est-ce qu'il vous conseille? En tout cas, 8,6, ça marche, 15, ça marche. D'accord? Parce que c'est bien d'avoir un verre qui contient, ça c'est bien de boire tout le verre. D'accord? Ici, je crois que ce genre de verre, ils font 20 centilitres.
Donc ça fait beaucoup. Donc c'est bien d'avoir un verre un peu plus petit qui fait 15. Faut ça se mesure. Comme ça, tu ne bois pas trop parce que ça peut te faire mal au ventre, ça peut te faire tourner la tête. Et à ce moment-là, c'est bien de boire, de remplir jusqu'au bout et de boire tout le verre. C'est bonne bracha des deux côtés. Un, tu remplis tout, un, tu bois tout. D'accord? Donc c'est bien si tu fais 8,5 centilitres d'avoir il y a des petits verres comme ça de 9 centilitres. Et il y a des verres aussi qui sont plus petits que ça, qui font 15. D'accord? Il y en a des verres en argent qui ne sont pas forcément en argent on en trouve dans tous les trucs juifs. Donc, on boira tout, et ensuite on va passer à Kadesh ou Khatz, au fait de se laver les mains. Alors, qui c'est qui se lave les mains? Alors, il y a deux versions. D'abord, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. Chacun, il aime bien sa Haggadah. Dans chaque famille, il y a celui qui prend sa Haggadah, celle qu'on t'a offert à la bar mitzvah, lui, c'est celle qu'a offert tonton Jackie, lui, c'est ce qui fait le petit cousin du frère, du beau-frère de Baba Salé, donc ça, là, c'est sacré cette Haggadah, et c'est la plus belle. Pas de problème, chacun il a une belle Haggadah, mais des fois, c'est pas marqué pareil. Il y a différents minagim. Je dis, non, mais c'est pas maintenant qu'on prend le Carpas. Non, on trempe pas maintenant, on trempe là-bas. Non, mais c'est tout le monde qui trempe. Non, c'est un seul qui trempe. Non, mais tant qu'il y a un maître de maison, c'est du patron. D'accord? Donc l'idéal, de toute façon, c'est aussi, quand tu es maître de maison, c'est de préparer des agadotes les mêmes pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de sujet. D'accord? Très bien. Alors, se laver les mains, c'est quoi? C'est que comme on va tremper le Carpathe dans de l'eau salée, Carpathe, c'est en général chez les Sfaradim du céleri, ça peut être autre chose. Ashkenazim, c'est des pommes de terre, c'est ce qu'on avait. D'accord? C'est moins ensoleillé que les pays d'Afrique du Nord, donc on avait moins d'épices. Par contre, les patates, ça, il y avait à revendre, d'accord? C'était pas cher et ça peut rapporter gros, comme on dit. Et donc, c'est Adama. Il faudrait faire attention donc de faire Boripuri Adam. Ah oui, excusez-moi. Donc, on va tremper dans l'eau salée. Donc, à partir du moment où on trempe dans de l'eau, et donc on va toucher quelque chose de humide, alors il faut se laver les mains, sans bracha. Ça, c'est une halakha qu'on ne tient pas tellement toute l'année. Mais à Pessah, où il y a cette kedusha très forte, très très forte, cette kedusha, alors on va le faire. D'accord? Maintenant, qui le fait? Celui qui trempe. Celui qui trempe, il le fait. Celui qui trempe. Donc, si tout le monde trempe, si on a organisé à la maison, chacun a son petit bol, mini bol là d'eau salée, chacun il a son petit truc, bien ashkenaz comme ça, chacun son truc, tac, bien carré. Donc, elles sont là, tout le monde devra se laver, puisque chacun va tremper, chacun fera la bracha, etc. Mais s'il n'y a que le maître de maison qui trempe et qui donne, d'accord? À ce moment-là, il n'y a que lui qui fera. Pour ça que dans certains agadotes, il y a marqué on se lève et on se lave les mains, et dans d'autres agadotes, il y a marqué le père de famille se lèvera et se lavera les mains. Tout dépend de votre cas. D'accord? Donc là, on fait attention. Attention de ne pas manger kazaït, parce que ça, je ne rentre pas dans les détails, là, je ne vais pas vous embrouiller, mais il faut montrer une petite quantité. Et puisque ça rappelle l'amertume, le carpas rappelle l'amertume, à ce moment-là, il ne faudra pas s'accouder. Il faudra manger normal, droit. Puisque s'accouder, c'est un signe de liberté, un signe de grand bonheur et de grande liberté. Et donc, on ne peut pas, on va pas rappeler l'amertume en s'accoudant. Très bien. Donc, ça, c'est Kadesh ou Khatz, Karpatz, ce qu'on vient de dire. On fera la bracha boré dama. Chacun la fera, que ce soit qu'ils aient trempé ou que c'est le maître de maison qui a trempé partout et puis il a fait passer le plat des céleris, pommes de terre, radis, c'est à votre voix. D'accord? Dans chacun des cas, chaque convive fera Boré Peri Adama et ensuite
Euh, c'est tout. Il fera Boré Peri Adama. Ah oui, et il faudra qu'il ait la kavana de se rendre quitte du Boré Peri Adama qu'on doit faire sur le Maror. Parce que le Maror, c'est aussi, c'est de la, en général, c'est la, puisque c'est marqué comme ça dans la Gemara, c'est Chazeret. Chazeret, c'est de la laitue. Donc faites très attention à la laitue, il faut prendre vraiment de la laitue, La romaine. la laitue, de la romaine, mais pas que tu achètes au marché. Oui. D'accord? Tu les prends, voilà, gauche catif, celles qui sont, parce que sinon c'est très très compliqué. D'accord? Sinon on peut prendre des endives ou des choses comme ça. Donc on se rend Yotse, Boré Pri Adama, Dov, on se rend Yotse du Maroc, c'est important. Quand je fais Boré Pri Adama, je, je mange, et quand j'ai fait la bracha, je me suis rendu c'est du Maroc que je vais faire bien plus tard. Donc, Adeshochat, Karpatz, Yachatz. Alors, le maître de maison, il va casser la matzah du milieu. D'accord? Il va prendre la matzah du milieu et la casser. Faire un dalet comme ça, tac, il va la casser. Il va la casser, il va le remettre. Donc, tu auras une matzah, une grande matzah au-dessus, une demi-matzah et une matzah au-dessous. La demi-matzah, la plus grande, il la met de côté pour la fille commune. Une fois qu'il a fait ça, on borde le début de, proprement dit, de la Haggadah, puisque c'est le Maggid. Maggid, Haggadah, raconter, c'est la chose la plus importante. Kadesh Uchatz, Karpatz Yachatz, Maggid. Maggid, c'est raconter. D'accord? On raconte la Haggadah. C'est quoi? On raconte la sortie d'Égypte. Donc c'est fondamental de passer du temps là-dessus. Alors, sachant qu'on commence à 21h45, que le temps qu'on fasse tout ça, si on est un peu beaucoup, il est déjà facile 10h15, 10h20, 22h20. Vous comprenez que s'il n'y a pas eu de sieste, ça devient chaud, quoi. Et que les gens, ils vont dire, ils vont dire comme ça, et puis, alors que c'est pas ça qu'il attend l'enfant, c'est pas ça qu'on attend. On a quelque chose de grandiose à découvrir. Donc ça se prépare. Vous avez une petite histoire, une petite chose, ça se prépare. Très, très important. Si on est fatigué, t'es nerveux, donc ça se prépare. On ne peut pas rentrer comme ça. C'est comme si c'est l'Avdil d'Alot quand on est un champion de boxe, un champion de foot, tout ce que tu veux, quand il fait une finale. Je crois que la veille, lui, il arrive comme ça. Il n'arrive pas comme ça, le gars. Il y a des mois et des mois qu'il est là, qui est concentré, qui est là, qui réfléchit, qui regarde les stratégies de l'équipe adverse, un grand écran, petit écran, et il travaille, et il court, et machin, et truc. C'est c'est- c'est important. C'est important. Fondamental. Si on se dit, bon, bah, c'est la gada, de toute façon, ça va finir tard, on enlève comme ça. Bah, c'est comme si tu avais, on te donne un grand gâteau, d'accord, au chocolat, et toi, tu te bourres de bonbons à 2 euros. Des bonbons bourrés de, je sais pas quoi. Alors que tu avais un gâteau d'une finesse d'un des plus grands pâtissiers de tous les temps. Et toi, tu as pris plein de bonbons. Après, tu dis, ah, le sucre, le sucre. Non, mais, Chaval, c'est un goût que tu ne trouveras jamais. C'est la même chose. Donc ça, je vous dis, tout est dans la préparation. Tout le temps, tout est dans la préparation. Tout, tout, tout. Quelqu'un, il vient, il donne un chiot. S'il n'a pas préparé, tout est dans la préparation. Bien sûr, il faut une certaine ishmaïa que le ciel, il aide de pouvoir enseigner comme il faut. Tout est dans la préparation. Tu vas à un examen, tout est dans la préparation. Tu arrives, tu n'as fait aucune impasse, tu as bossé, tu as fait, tu as fait. Bon, après, il faut que Hachem il aide aussi. Tu peux avoir des trous, tu peux avoir. Tu dis, je ne comprends pas, 1 + 1 = 3, comment j'ai pu mettre ça? Alors, moi, il a voulu que tu fasses ça. D'accord? Pour que tu fasses pas ces études-là qui t'auraient amené à Londres et à connaître je ne sais pas quoi, que tu restes pour Esther Bouzaglo, d'accord? Et bien, Hachem, il a fait que tu as mis dans ton contrôle
pour une grande école, tu as mis 1 + 1 = 3. Donc, le gars, il a dit, monsieur, il y a quand même des limites. D'accord? Donc, là, c'est pas. OK. Donc, ici, on comprend qu'il faut cette préparation. Donc, Maguid, c'est la mitzvah de la Torah. D'accord? Mitzvah de la Torah de raconter la sortie d'Égypte. Très bien. On m'a demandé ici si une personne qui fait Boré Peri Adama, est-ce qu'elle peut acquitter tout le monde? Je dis, je fais Boré Peri Adama et je vous acquitte. Alors, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est possible, mais c'est pas évident. C'est bien préférable que chacun fasse Boré Peri Adama. Si maintenant une personne ne sait pas faire la bracha, ne sait pas faire la bracha, il est nouveau, il ne sait pas faire la bracha, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu dis, écoute, moi je vais faire la bracha, tu te requittes, etc. Mais ce n'est pas évident. D'accord? Autre que dans ce genre de situation où tu n'as pas le choix. D'accord? Alors, la sortie d'Égypte, Maguid, c'est la mitzvah de la Torah. Il y a plusieurs mitzvahs des Rabbanan, des maîtres, dans la Haggadah, et il y a deux mitzvahs de la Torah, deux mitzvot de la Torah, celle de raconter la sortie d'Égypte, donc il ne faut pas pâcler, il faut bien raconter la sortie d'Égypte. Pour les gens qui sont talmudistes, il ne faut pas parler de choses qui ne concernent pas la sortie d'Égypte, même si ça concerne Pessah. Ça, tu feras les pilpoulim de la Gemara Psachim, tu les feras le lendemain, à la table de midi, mais tu ne feras pas le soir de Seder, c'est la sortie d'Égypte, c'est la Emouna. C'est la fête de la Emouna. Nous, on est Mahamine. Quand tu regardes de nos jours, imagine, tu avais tout le clan d'Israël, tout le peuple juif, le juif, il est en Égypte. Tout le peuple juif. Quand un peuple il est concentré dans un endroit et qu'il est attaqué, il y a un danger. Un peuple qui est. Il y a un danger d'extermination, il n'est pas partout dans le monde. Quand les civilisations qui ont disparu, elles n'étaient pas disséminées. Elles étaient sur un endroit. Bon, alors elles étaient disséminées, mais comme elles tiennent sur rien, alors elles ont été mangées par les autres, elles ont été mangées par les autres nations. Un juif, s'il ne tient pas sur la Torah, il sera mangé par les autres nations, il va s'assimiler, c'est fini. Pour ne pas se faire assimiler par son environnement, il n'y a que la Torah. Parce que tes principes, c'est des principes que tu t'es érigé pour toi-même. Il n'y a rien de métaphysique. Et la Torah, quand on fait la Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous donne une siyata d'Ishmaïa, il nous donne l'aide du ciel. C'est une potion magique. Mais tout autre dogme, il n'y a aucune raison que ça passe. Tout autre dogme, le bouddhisme, machin, tout ça, tout ce que tu veux, ça passe pas de père en fils. Regarde comment ça marche. Bah, je sais pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors que la Torah, hein, tu as un gars qui est. T'as un père un arrière-grand-père qui était, on va dire, Shomer Shabbat, etc. Puis le grand-père, lui, a lâché tout, Hollywood, il est devenu star de cinéma. Le truc, il s'est marié avec une femme qui a appris qu'elle était juive 1 heure avant son mariage, mais ils ont pu passer sous leur copain, mais bon, ok. Puis et le gosse, il est éduqué dans une école goy complètement. Il connaît que des goys, c'est à peine qu'il est juif. Et tout d'un coup, il est pris par la. Et il devient. Il fait tchouva, tac, 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 tac. D'où ça vient ça? Parce que la Torah, elle est là. Elle donne une dynamique. Elle est là. Et ça se transmet dans les gènes. Et ça, c'est quoi? Ça part de la sortie d'Égypte. Ça part de la sortie d'Égypte. La Emouna que nous, on est indestructible. Quand tu regardes, c'était un danger extrême, la sortie d'Égypte. On était tous au même endroit. Tous avec quelqu'un qui veut nous. Ce qui se passe maintenant. Partout dans le monde, partout, il n'y a plus d'endroit. Plus d'endroit dans le monde. Plus d'endroit dans le monde. Bretagne. Pas un endroit. Et c'est petit à petit, tac, tac. Et tu as l'impression que tu dis, dans les pays du Nord,
Ça, ouais, ils ne connaissent pas nos cousins, nous, ils ne nous connaissent pas trop, ça va, donc on n'est pas enlevé. Pas du tout, oh, ils sont les plus petits, pire là-bas. Je sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, il y a 5, 6, 7 ans. J'avais, j'avais, j'avais vu une information, on m'avait dit une information que les autorités là-bas, ils ont dit aux Juifs, écoutez, on n'a plus les moyens de vous protéger. Donc, si vous restez dans ce pays, c'est à vos risques et périls. Donc, tu entends une police et une armée, et un ministre de l'Intérieur qui dit ça, quoi. Je crois que c'était, je sais plus, c'est Suède, Norvège, Islande, par là, dans le nord. En Écosse, en Irlande, les présidents, c'est un Ishmael qui. Il n'y a plus d'endroit, hein. Les États-Unis, les États-Unis, c'est. Ah ouais? Il n'y a plus d'endroit, hein. Plus d'endroit. Et non, Milvado, il n'y a que le bon Dieu, hein. T'as un pays qui est pas dans nos frontières, qui est loin, qui nous envoie des trucs comme ça. T'as l'Égypte, c'est toujours le même problème. Ils savent qui vient. L'Égypte, ça vient. Nous, les Mouna, on est sortis d'Égypte. Il y a pas du tout à avoir peur. Un non, Milvado, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Aucune raison d'avoir peur. Non, il faut prendre les choses au sérieux, faut bien regarder, faut bien réfléchir intelligemment, mais c'est ça, c'est cette mentalité-là, et c'est ce bonheur-là qu'on doit avoir quand on est dans le soir du Seigneur. On est libre, libre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, eux. Moi, je serai libre. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur. La peur, ça annihile. Je n'ai pas peur. Il faut être prudent. Les gars, j'ai pas peur. Tu vas avec un drapeau israélien en Iran avec un portrait de Bibi, c'est stupide. D'accord, on ne parle pas de ça. On parle que tu vis intelligemment et tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte. Donc c'est très très important de s'attarder là. D'accord? Donc l'important c'est les enfants et il faudra organiser son CDR, je parle ici pour les pères de famille, en fonction de ses enfants et voire de ses petits-enfants. Donc il faudra, si les enfants sont grands et sont capables de comprendre des idées profondes, il faudra faire ça sur la sortie d'Égypte, sur la sens de liberté, etc., etc. Si les enfants sont plus petits ou s'il y en a, il faudra que tout le monde ait son compte. Pour les enfants, quand il y a comment dirais-je, les bêtes sauvages, ou les grenouilles, ouais, j'avais vous savez, en jouets, là, vous achetez dans n'importe quel magasin de jouets, des lions, etc. Je ne pensais pas à les araignées, ça, c'est pas très appétissant, mais tu mets des lions, tout d'un coup, les bêtes sauvages, c'est là, les enfants sont là, et hop, tu prends une poignée d'animaux et tu les balances. Mon fils, il m'a demandé, papa, est-ce qu'on a le droit, hein, parce qu'il passe en Israël, il me dit, est-ce qu'on a le droit de mettre une vraie grenouille? Ah, je lui ai dit, écoute, j'espère que tu ne penses pas la mettre comme ça et la laisser truquer, parce que sinon, je pense que ta femme, elle s'enferme dans sa chambre et elle te dit, vas-y, finis ton sweater tout seul. Non, 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 dans un truc en verre, quoi, tu vois, mais une vraie. Il se rappelait que nous, je mettais des grenouilles ou des choses comme ça, mais je mettais pas des vraies. D'accord? Ah, lui, il m'a dit, est-ce que je peux mettre une vraie dans un. Mais améliorer le. Ouais, ouais, il va venir dans une espèce d'aquarium fermé, évidemment. J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Si ça, faut aimer, quoi, mais pourquoi pas? Ça, c'est sûr qu'elles se rappelleront. D'accord? Donc, mais ça, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que l'enfant, comme ça, il soit. D'accord? Mais donc, il faut parler de la sortie d'Égypte. Ça, c'est ma guide. Donc, s'il y a bien un moment où faut s'attarder, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le repas. Et c'est pas du Yom Tov, mais c'est c'est plutôt c'est cette mitzvah de raconter. D'accord? C'est pour ça que le repas, c'est bien de dire, moi je dis à ma femme, qui est extraordinaire, marocaine, qui fait le poisson, deuxième sorte de poisson, la soupe, plat de viande, légumes, etc., etc. Toutes ces choses-là, je lui dis, écoute, on enlève deux, trois plats.
parce qu'on n'aura pas le temps. Parce que si tu regardes, on a dit, on va commencer ma guide à 22h20, 22h25. Ma guide, c'est le plus important de raconter. Ça peut pas être moins qu'une heure. C'est 23h20. Sauf si tu lis comme ça, quoi. C'est quand même long, il y a quand même beaucoup de texte. Donc si tu commences, ça va te faire 23h20. Après, tu fais le deuxième coupe. D'accord? Une fois qu'on a fait ma guide, donc je continue. On fait la deuxième coupe. D'accord? Et on va finir par Gaal Israël. D'accord? La coupe de la Géoula. D'accord? Alors, il y a quelque chose de fondamental. Ça, il faut absolument que vous vous rappeliez de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, évidemment, mais ça, je veux que vous rappeliez de ça. La clôture de ma guide, c'est par la deuxième coupe de vin. Après, on va faire Motzi Matzah. Après, on va manger le maror. Après, on va manger le korer. On va revenir tout de suite dessus. À 2h. À 2h30. Ah, écoutez, le temps Bon, alors, je vous invite à regarder Je suis désolé, il est très tard. Ouais, j'ai oublié ma montre, je fais comme ça pour regarder que je suis pas au tréquet. Bon, il y a tellement de choses à dire, donc je vais finir avec ça. Je vais finir avec ça. Après, on va juste vous dire très rapidement les autres étapes, mais 5 minutes, vous êtes libre, d'accord? Vous êtes 5 minutes, vous sortez d'Égypte, d'accord? Donc, la bracha qui clôt ma guide, la bracha qui clôt ma guide, c'est Gal Israël. Comment ça se fait qu'on fait une bracha à la fin? Normalement, on fait au début la délivrance. D'accord? Je vais être délivré, donc je fais une bracha de délivrance. Je ne fais pas une bracha avant. Je ne fais pas une bracha après. Quand je veux boire de l'eau, je fais Shakon Ibaro et je bois. Je ne fais pas. Je bois et je fais Shakon Ibaro. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on était comme des convertis. La seule mitzvah qu'on fait après l'acte, c'est la conversion. Quand le guerre, il rentre dans le mikvé, avant, normalement, on fait la bracha. Les femmes qui vont au mikvé, elles font la bracha, elles se plongent. Femme juive. Femme qui est goy, elle sera juive que quand elle aura fait le mikvé. Elle ne peut pas faire la bracha, il n'y a pas de sens. Donc elle va se plonger, elle fera la bracha après. Eh bien, nous, c'est pareil. On est comme des convertis. On fera la bracha après. Que la sortie d'Égypte nous a amené d'un statut d'esclave à un statut d'homme libre, de juif à part entière. Donc après les autres étapes, donc ça, on va boire. Les Sfaradim, vous ne faites pas de bracha sur la deuxième coupe. Après, il y a Motsi Matzah, prends la matzah, prends Kazaït. Kazaït, c'est 30 grammes ou 15 grammes. Après, il y a le Maroc, pareil, c'est ou 30 grammes ou 15 grammes. Le maître de maison pour Motsi Matzah, il prendra lui 2 kazitim. Les convives, ils ne sont pas obligés de prendre 2 kazitim. Ils peuvent le prendre, c'est un hidour, c'est une bonne chose, mais ils ne sont pas du tout obligés. Et ensuite, il y aura donc Maror, on a dit, Korer, c'est le sandwich. Shulchan Orech, on va manger, sa tablée. Donc là, il ne s'agit pas de décompresser au point de parler de PSG Marseille, d'accord? Je vois des experts là, PSG Barcelone, d'accord? Et on continuera dans la Kedusha de Pessah. Après, il y aura la ficomane qu'il faudra manger avant Hatzot. Hatzot, c'est 1h50. Donc, avant 1h50, faut manger. Et après, la deuxième partie, il y a le Birkat Amazon, la troisième coupe, sur laquelle tout le monde fait la bracha, y compris les Sfarad. La bracha sur la première coupe, la troisième, et nous, Ashkenazim, on fait la bracha sur la 1, la 2, la 3 et la 4. Et après, Shulchan Arorer, Safoun Barer, on fait le Birkat Amazon, Ael, Alel, Nirtza, on fait le Alel, et on est agréé. Qu'Hachem il fasse que on soit tous agréés. C'est pas un hasard si j'ai débordé, autrement je m'excuse, mais en même temps je vous ai mis dans le move du CDR qui est censé finir tard. Qu'Hachem vous bénisse, Pessah, Kachal et Sameach.
Ah,